Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 septembre 2024 sur cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui, elle non plus, ne sera pas exactement facile, puisque le thème portera sur la dissidence noyautée avec un point d'interrogation, face à cette réalité dans laquelle nous sommes, qu'il y a actuellement une épidémie d'accusations d'opposition contrôlée et qu'il me paraît important d'en parler. En relevant bien sûr que nous sommes dans une période d'incertitude maximale qui favorise, et oui, les théories complotistes, parce que le complotisme, ça existe bel et bien, Dieu sait si on s'est fait servir à tort cette étiquette, mais le complotisme, c'est quoi? C'est précisément le fait d'imaginer des choses qui n'existent pas pour pouvoir donner sens à tout ce qu'on observe. Et plus il y a d'incertitudes dans le monde, plus c'est compliqué de le penser, plus il y a le risque d'imaginer ces choses qui semblent donner de la cohérence, mais souvent au détriment de la véracité des choses. Alors on en a vu un exemple tout précédemment avec les deux émissions que j'ai consacrées à Zoé Sagan. J'avais notamment posté cette remarque anonyme, ce qui déjà est en soi intéressant, affirmant que Aurélien Poisson-Atlan était un agent qui subissait un chantage qui le rendait manipulé par des services pour faire une production sous le nom de Zoé Sagan, et avec un ensemble d'accusations. Et comme toujours, il importe de réfléchir en termes d'hypothèses. Parce que face à un contenu comme celui-là, soit c'est une affabulation désobligeante, soit c'est une vérité, soit c'est un entre-deux, il y a du vrai ou il n'y a pas du vrai. Et puis surtout, quel crédit faut-il apporter à une accusation anonyme et qui en l'occurrence contient un certain nombre de choses fausses, c'est-à-dire que quand l'auteur dit que jamais Zoé Sagan n'a eu un mot sur la pédocriminalité en Occident, c'est totalement faux. Zoé Sagan n'a pas arrêté d'en parler. Sur Epstein, agent du Mossad, c'est faux. Zoé Sagan en a souvent parlé. Et puis, dit-il, pas un mot sur Ben Chamoul, directeur de l'agence Elite. Ça, c'est une fake news. C'est quelque chose qui a été débunké. Il n'y a jamais eu de Ben Chamoul, directeur de l'agence Elite. Donc, a priori, ce commentaire est un faux. Mais voyez comme c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une pseudo-information qui cherche à faire croire quelque chose avec des éléments en apparence crédibles, mais qui, selon toute vraisemblance, est faux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la foulée de cette émission, j'ai évidemment reçu quelques retours hystériques, mais surtout du camp qui est censé défendre Zoé Sagan, qui vraiment m'a dit « Mais vous avez méprisé notre communauté, vous êtes un imposteur, vous êtes un bonimenteur, vous cherchez à faire de l'argent sur le dos de Zoé Sagan, alors que Dieu sait si je crois que j'ai été respectueux dans mon approche. » Mais là encore, sait-on si ces commentaires émanent vraiment de ceux qui suivent Zoé Sagan ou d'agents infiltrés qui font croire qu'ils sont les suiveurs de Zoé Sagan. Et c'est l'énorme difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que nous ne savons plus à quel sein nous vouer, nous ne savons plus qui croire, au sein de ce que l'on appellera avec beaucoup de guillemets la résistance, ou de ce que je préfère désormais appeler la dissidence. Alors, j'ai conscience qu'on m'adressera le reproche de participer à cette cacophonie, à cette zizanie en cours, mais de mon point de vue, le problème existe. Donc il s'agit de crever l'abcès et de ne pas faire semblant qu'il n'existe pas. Et comme toujours, comment est-ce qu'on fait avancer les choses? C'est en parlant, si possible de manière intelligente, c'est-à-dire en donnant de l'intelligibilité aux choses. Alors, je précise d'emblée que je n'ai aucune haine ou aucun esprit de revanche contre qui que ce soit. Oui, j'ai été accusé comme toutes sortes de choses, par des gens du camp d'en face, ça c'est normal, par des gens soi-disant de notre propre camp, ça malheureusement c'est dans l'air du temps, mais en ce qui me concerne, j'ai ce privilège de ne pas être rancunier et de ne pas être animé par la haine. L'autre élément, et c'est ça la protection, la précaution que je vais prendre, c'est que je ne donnerai aucun nom de personne. Je ne nommerai jamais les personnalités impliquées du côté de la dissidence, je citerai certains de leurs propos en masquant leurs noms. Pourquoi? Parce que ce qui m'importe, c'est qu'on puisse réfléchir en termes de principes et de procédés, pas de personnaliser les choses, et notamment avec ce risque qu'on invoque parfois commodément de conflits d'ego. Souvent, on fait passer pour des conflits d'ego ce qui relève plutôt des principes, et donc moi, je veux résoudre l'histoire. Je ne donnerai aucun nom de personne dans cette émission. Par contre, je vous inviterai
dans la réalité des phénomènes auxquels nous sommes exposés, et notamment ce qui rappelle la bleuite. La bleuite, Lucien Cerise va nous en parler, grand spécialiste des questions d'ingénierie sociale, de manipulation psychologique et de ce type d'opération. Ça pose la question de l'opposition contrôlée. Alors là, en fait, il faut aller voir du côté d'un épisode historique intéressant, en fait, de la guerre de décolonisation de l'Algérie, hein, en fait, hein, c'est-à-dire l'épisode de la bleuite, où en fait les services français pour désorganiser le FLN ont lancé la rumeur qu'il y avait au sein donc du FLN, au sein des indépendantistes algériens, qu'il y avait des agents infiltrés au service des Français, alors qu'il n'y en avait pas. Et en fait, la croyance, la représentation qu'il y avait une cinquième colonne, qu'il y avait une opposition contrôlée au sein du FLN, en fait, a eu le même résultat que s'il y en avait eu vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, les Algériens, le FLN, les Algériens du FLN ont commencé à s'entretuer et à s'accuser mutuellement d'être une opposition contrôlée et d'être un espion infiltré. En fait, ce que l'on voit là avec cet exemple, c'est que l'accusation d'opposition contrôlée fait partie de l'opposition contrôlée. Donc voilà, ça met tout de suite une mise en abîme. C'est-à-dire que bien sûr qu'il peut y avoir de l'opposition contrôlée, il peut y avoir des taupes, il peut y avoir des traîtres, mais il peut aussi y avoir cette dynamique extraordinairement délétère où, sous le coup d'officine de l'autre camp, des personnes d'une autre s'imaginent à tort ou à raison pouvoir accuser d'autres de faire partie de l'opposition contrôlée. Et en ce qui me concerne, j'en vois de multiples exemples autour de nous et qui déploient un effet extraordinairement destructeur sur nos troupes. Par exemple, un message adressé récemment à un collectif de plusieurs dizaines de résistants historiques, des médecins, des penseurs, des gens vraiment qui se sont mobilisés contre la dérive. Et voilà ce qu'une résistante, entre guillemets, très connue, dont je ne vous dirai pas le nom, s'est permis de leur exprimer. J'ouvre les guillemets. « Je tiens à vous signaler que je ne veux en aucun cas voir mon nom associé à ceux de personnages dont les propos, les prises de position ou les conflits d'intérêts sont plus que douteux. Je veux parler de Christian Perronne, Louis Fouché, Didier Raoult, Alexandra Henrion-Caude et quelques autres, dont votre serviteur, pour ne citer que ceux-là. Il serait peut-être temps, affirme-t-elle, d'accepter de regarder les faits plutôt que de se laisser séduire par les stars de la pseudo-résistance comme le premier béotien venu. Je travaille avec des équipes internationales depuis plus d'1 an. J'ai donc une vision bien plus large que la vôtre. Les égouts de l'opposition contrôlée, je connais, j'ai vu. Il est bien évident que ces chers milliardaires savaient de longue date que certains ne céderaient pas aux menaces. C'est la raison même qui les a, dès le début, poussés à mettre en place quelques gourous bien choisis, porteurs de demi-vérités pour nous séduire et nous amadouer. Dans toutes les guerres, il y a des espions et des traîtres. Donc on est aujourd'hui face à ce genre d'accusation que des personnes se permettent de tenir. Il y en a d'autres qui visent par exemple une figure très connue de la résistance et qui l'a accusé de battre sa femme, colporté par une figure qui écrit des livres très bien écrits, des articles très bien écrits, et qui s'est permis de faire circuler cette rumeur. J'en discutais avec la personne concernée et sa femme récemment et on en rigolait très fort, tellement c'est absurde. Mais donc, il y a des gens qui lancent ce genre de choses. Puis effectivement, je suis moi-même la cible de ce genre d'attaque. Quand j'ai été invité récemment à Géopolitique Profonde ou chez Nicolas Bouvier, on m'a tout de suite dit on nous a affirmé que vous étiez dans l'opposition contrôlée. Et voilà, on se retrouve aussi face à de la diffamation la plus caractérisée. Et en ce qui me concerne, un courrier électronique comme celui envoyé par cette personne me choque énormément parce que soit elle a des informations et des éléments probants et à ce moment-là qu'elle les sorte pour appuyer ses dires, mais si c'est juste le fait de « je sais des choses que vous ignorez et vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens sont des traîtres », à ce moment-là, on est par définition dans les fondamentaux de la malveillance. Et je crois qu'il faut vraiment à cette époque revenir effectivement aux fondamentaux et en rappelant déjà ces deux grands principes et processus hérités de la scolastique, donc de la philosophie et de la démarche de connaissance du Moyen-Âge, rappelés par certains penseurs férus en étymologie, que sont la discrétio et la disputatio. De quoi s'agit-il? La discrétio, et vous voyez comme le sens des mots a changé, c'est le discernement.
c'est le fait de prendre un temps de méditation, de réflexion, de croisement de sources, de faire tout un travail pour discerner si quelque chose a l'air d'être vrai et solide, si ça tient la route, ou si au contraire il faut rester prudent. Puis la disputatio, c'est l'aptitude de mettre en débat des opinions ou des manières de voir différentes, mais de manière loyale et ouverte. Et voyez comme le glissement du sens des mots est intéressant, parce que la discrétio, le discernement, a débouché sur discrétion, donc je n'en parle pas. Et puis la disputatio, le fait de parler de manière franche et loyale des choses, a évidemment dérivé sur la dispute, ou sur quelque chose de vu plutôt négativement. Et donc, rappelons ces fondamentaux, une fois encore, il est normal de ne pas être d'accord. Il est même normal d'avoir des bisbilles et des embrouilles. Mais il convient de distinguer, de discriminer de manière extrêmement claire entre l'esprit critique, dans le sens sain du terme, le doute qu'il faut garder par rapport à tout et tout le monde, de la logique du soupçon. Et la logique du soupçon, c'est quelque chose de très différent. C'est fait de préjugés, de suppositions, d'insinuations, de violences interprétatives qui débouchent sur des divisions, des conflits, de la destruction. Et il faut rappeler que le sens de diabolos en grec, c'est celui qui divise, c'est celui qui sème la discorde. Nous sommes en réalité à risque de reproduire de manière mimétique les usages et procédés du camp d'en face, et notamment ces rumeurs et ces attaques complètement absurdes. Et on a vu effectivement, au cours de ces derniers mois, des attaques ciblées, extrêmement violentes, contre les figures les plus en vue de la dissidence. Et c'est ça à quoi je vais m'attaquer aujourd'hui. Et j'ai souvenir d'une vidéo qui m'avait été signalée par des gens, vous devez absolument voir ça, attaquant Alexandra Henrion-Caude, et que j'avais commencé à écouter par acquis de conscience, même si j'ai appris à connaître Alexandra et avoir la plus haute estime à son sujet. Et voilà comment ça commençait. Allons-y et plongeons dans le terrier puant du lapin, et en l'occurrence de la lapine. Et en toute franchise, je m'étais arrêté là. Il n'y a pas besoin d'être Madame Soleil ou Sigmund Freud pour reconnaître une dose de malveillance à l'état pur particulièrement élevée. Dans le choix des mots, des expressions, le terrier puant de la lapine, avec un ton de voix qui est juste assez délirant. Donc moi, je veux dire, 12 secondes de ça, ça me suffit. J'ai pas envie de m'exposer à ce genre de contenu. Si quelqu'un disait, écoutez, dans ce que dit Madame Henrion-Caude, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et étant donné les cercles dans lesquels elle s'est formée ou qu'elle a fréquenté, j'ai des doutes sur le... À ce moment-là, on peut en parler, vous voyez ce que je veux dire. Toute démarche critique, ouverte, respectueuse, intelligente est toujours bonne à prendre. Et même en ce qui me concerne, je préfère 1000 fois qu'on exprime les soupçons qui ont circulé à mon sujet que de les garder en souterrain. Mais quelque chose qui commence comme ça, il y a un constat évident. Alors on m'a ensuite reproché violemment le fait d'avoir dit, écoutez, c'est bon, c'est de la malveillance à l'état pur, je n'ai pas besoin d'en écouter plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais fini par visionner l'entier de la production et c'était encore pire que ce que j'aurais pu imaginer. Je vous en donne 2 extraits supplémentaires pour que vous puissiez vraiment bien mesurer ce dont il s'agit. Alors, le vibrant hommage de la généticienne, la fabriqueuse de chimères et la trafiqueuse d'embryons Henrion-Caude, au virologue chercheur de l'Institut Pasteur Montagnier. Ça, c'est sur son Twitter, je sais pas quoi. En capitale, deuil national. Il s'est tout simplement sacrifié à sa tâche de sauver ce qui pouvait encore l'être. Un homme d'une rare intelligence, curieux de tout. Le sens de servir jusqu'au bout, fidèle à la science jusqu'au bout. Immense douleur et immense reconnaissance. Merci, cher professeur. Ouais. Fauci, Montagnier. Ah, ça suce, hein. Deuil national. La cérémonie funéraire du professeur Luc Montagnier aura lieu mardi 22 février 2022 à 15h à la salle de la Coupole du Père-Lachaise. Voilà, c'est le rondo. Et d'honneur digne et respectueuse dans les allées autour de la Coupole. Je peux dire qu'il y avait du monde. Il y en avait du connard. Pour rendre hommage au professeur Montagnier, nous vous invitons à remplacer la photo de fond sur votre profil. Ah, manipulation des masses. Ils aiment bien ça quand ils donnent des ordres et que la piéta y obéit. Ils adorent. Ça les fait jouir.
Bon, je crois qu'il ne va pas y avoir besoin d'une très longue explication de texte, mais quand même, on voit qu'il y a déjà ce discours ordurier en permanence, ça suce dur, ça les fait jouir, cette manière de prendre vraiment une voix un peu démente, à vrai dire, pour paraphraser des invitations qui étaient parfaitement légitimes, et puis ces détournements de sens permanents. Donc, quand Alexandra dit « nous invitons les personnes qui souhaitent être présentes à », ah, ils adorent donner des ordres à la piétaille. Enfin, on est juste dans du délire pur et simple. Alors voilà, je vais vous en mettre encore une dose. Voilà ce que cette personne racontait au sujet de Luc Montagné, qui, rappelons-le, venait de décéder. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, c'est tous des acteurs de crise. Ils ont tous leur rôle. Sinon, ils passeraient pas à la télé. Sinon, vous n'auriez même pas entendu parler d'eux. Vous ne connaîtriez pas leur nom. Oui, je vous avais dit que j'allais vous parler de Montagné qui nous avertit que le coronavirus qui vient de Chine est très dangereux. Ben oui, parce qu'il y a une séquence dedans du virus du sida. Alors moi, dès que j'entends ça, vous comprenez bien ce disjoncte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a pas de virus du sida. Ce mec est en train de nous dire qu'il y a un bout du génome d'un virus, donc un truc qui n'existe pas, du sida, donc un truc qui existe encore moins, qui a été intégré au virus qui n'existe pas, du Covid. Là, ça devient trop gros pour moi. Là, on est dans James Bond. Mais moi, ce mec, cette espèce de grenouille avec les cheveux teints, là, dont je vais plus tard apprendre à quel point sa moralité est douteuse. Quel rapport avec Henrion Code, d'ailleurs? Ah ben, ces deux-là sont faits pour s'entendre, il me semble. Montagné, de sources confidentielles, aime beaucoup le pognon. Et il sait le capter. Une petite signature qui est pas à lui pour ci, un petit faux en écriture pour ça, par là, et il est pas en peine. Et Madame Henrion aussi, elle aime bien le pognon, apparemment. Son mari est un homme d'affaires, fortuné. Alors je m'en voudrais de vous infliger ça, si ce n'est pour la très haute valeur pédagogique de l'exercice. Vous voyez la logique de la malveillance, du salissage, tout est retourné de la manière la plus pernicieuse. De nouveau, Montagné est un immense savant, prix Nobel, quelqu'un qui de manière très courageuse s'est exprimé très tôt pour dire que dans le virus, il y avait des choses louches, qui a dit qu'il fallait surtout pas se faire injecter. Enfin, ça a été quelqu'un d'admirable pendant cette crise, comme Alexandra Henrion-Code. Et que fait cette personne? Elle bave, elle bave, elle bave avec des dénis de réalité. Les virus n'existent pas. Ben tiens, la fondue au fromage n'existe pas non plus, la France n'existe pas, les trains n'existent pas, les avions n'existent pas. Et puis tout ça pour terminer par « il faisait des faux dans les titres, il aimait le pognon, Alexandra Henrion-Code s'est mariée avec un homme d'affaires qui a réussi. Ah ouais, ça c'est très très grave, c'est très très douteux. » Bon, on clôt le dossier. Attaque contre Didier Raoult, à peu près au même niveau, à peu près au même moment, et j'ai souvenir d'avoir eu au bout du fil un type qui a demandé à me parler, issu d'un collectif. J'ai passé un moment avec lui, je n'ai rien repéré de problématique, mais bon, rien de très intéressant non plus. Et puis de manière vraiment systématique, dans les mois qui ont suivi, à chaque publication que je laissais sur Facebook ou X, il mettait « il faut enquêter sur les liens entre Didier Raoult et l'Institut Biomérieux ». Est-ce que vous êtes penché sur les liens entre Biomérieux et Didier Raoult? Vous n'avez aucune idée de ce que des liens entre Didier Raoult et Biomérieux. Bon, quelle que soit la publication. Donc je vais poster sur la musique classique, sur le sport, sur la religion, sur la sociologie, sur n'importe quel sujet qui n'avait rien à voir ni avec le Covid, ni avec Didier Raoult. Ce monsieur se raboulait, puis manifestement, il était monomaniaque. La seule chose qu'il publiait. Bon. Moi, je suis pour la liberté d'expression, donc tant que les commentaires en question n'étaient pas injurieux ou problématiques, j'ai laissé faire. Mais au bout du 50e, j'ai quand même laissé une réponse en disant « je crois qu'on a compris votre idée, ceux qui veulent s'intéresser à ça sont libres de le faire, mais peut-être que vous pouvez passer à autre chose ou ne pas systématiquement commenter avec ça, quel que soit le sujet de ce que je publie. » Alors, il a très mal pris. Il a continué, et je crois qu'en tout, il a dû avoir 80 messages, toujours le même, jusqu'à ce que je finisse par le bloquer. Et après, je découvre qu'il fait des émissions sur le front médiatique, et puis avec vraiment ce côté obsessionnel, vous n'avez pas idée qui est Didier Raoult, en fait, c'est un traître en faveur de l'autre camp. Et j'ai reçu, il y a quelques mois,
un courrier, un message privé extrêmement intéressant d'une femme médecin, vraiment une belle personne, ouverte d'esprit, critique, qui s'est renseignée, qui m'a dit, mais écoutez, j'ai des gros doutes. Je crois qu'il y a un cheval de Troie dans la résistance, qu'on a totalement omis de voir la responsabilité de Didier Raoult dans ce qui est arrivé. Je voulais avoir votre avis. Donc vous voyez comment ça contamine et ça diffuse. Et on m'a notamment pris à partie en disant « Mais pourquoi ne parlez-vous jamais des liens d'intérêt de Didier Raoult et d'autres, d'Alexandra Orion-Côte ?» Et moi j'ai répondu « Mais attendez, moi mon taf, déjà je ne suis pas un enquêteur, je ne suis pas un journaliste d'investigation, je ne suis pas un juge d'instruction, et puis je ne vais pas passer mon temps à chercher des noises à des gens qui sont de notre bord, qui ont fait un travail admirable, parce que Didier Raoult, il faut quand même voir le traitement qu'il a reçu de la part du gouvernement, des milieux médicaux corrompus et des médias mainstream. Il aura vraiment tout vu et tout encaissé. Jusqu'à la désignation d'un espèce de tueur à gages bureaucratique, Crémieux, qui a été parachuté à Marseille. Vraiment, ça a été hyper violent, des campagnes de presse incessantes, et on voudrait que moi, j'aille essayer de foutre dans la merde ce type-là. Alors, il se trouve que je connais peu Didier Raoult, je l'ai croisé une fois, il m'avait invité à l'IHU, il a eu la gentillesse de préfacer un de mes livres, mais Alexandra Orion-Cône et Christian Perron sont devenus des amis, ce sont des gens admirables. Des gens admirables dont je répondrais moi-même de l'intégrité et de la probité. Et là, je commençais à me faire attaquer, moi, parce que je ne relayais pas les terribles soupçons pesant sur Didier Raoult. Donc, bon, c'est quand même quelque chose à considérer. Ensuite, c'est Christian Perron qui est devenu la cible d'une campagne, mais complètement déraisonnable, à partir d'un incident qui s'est déroulé à la fin d'une conférence qu'il donnait, où à la période des questions, 2 personnes lui ont sauté dessus en étant filmées devant tout le monde pour lui dire « Nous avons une clé USB avec des résultats d'études au microscope des injections géniques expérimentales. Il faut absolument que vous regardiez ça. » Bon, Christian s'est retrouvé avec ça dans les mains. Et puis, déjà, je tiens à souligner, ça n'est pas comme ça qu'on procède. Ça, c'est des méthodes à la Élise Lucet pour ces émissions. C'est quand vous cherchez à embarrasser quelqu'un, à le coincer, à faire en sorte qu'il ne puisse pas s'échapper. Entre gens de bonne composition dans la dissidence, la bonne manière de faire aurait été de le voir après, de lui donner la clé de personne à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas d'être filmé, ça fait effectivement un peu douteux. Et il se trouve qu'ensuite, dans un entretien avec Cécile de Deux Humani, Cécile Maïtchak, qui fait un travail remarquable pour porter à la connaissance du public la parole de personnes ayant joué un rôle important à un degré ou à un autre à l'intérieur de cette crise, eh bien, Christian Perron a fait part de son sentiment d'avoir été piégé. Effectivement, moi, si quelqu'un m'interpellait dans une séance de questions avec ce genre de choses en étant filmé, pour après me dénigrer au motif que je n'ai pas voulu m'intéresser ou que je n'ai pas trouvé intéressant le contenu de la clé USB, je me serais aussi senti instrumentalisé. Donc il s'est permis de le dire, et là, ça a été la Bérésina. Nous avons découvert une pseudo-résistance pas jolie. Et dire que Christian Perron a osé supposer publiquement que Guillaume et Sébastien, à nos yeux et de loin les plus valeureux résistants de France, étaient des agents chargés de le déstabiliser, tellement honteux. Et depuis, il y a des volées d'attaques, mais délirantes, je n'ai pas d'autre mot, délirantes contre Christian Perron, qui lui aussi aura tout subi. Le fait d'être inquiété par le Conseil de l'Ordre, d'être déchu de sa chefferie à Garges, d'être traité de complotiste dans l'entier de la presse, et Dieu sait s'il y a un homme droit et courageux qui a tenu bon à l'intérieur de cette crise, c'est bien Christian Perron. Donc c'est juste sidérant de voir ces attaques systématiques, désormais votre serviteur également, Louis Fouché, d'autres. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'extraordinairement méthodique. Le sujet du graphène a par ailleurs été un casus belli à l'intérieur de la dissidence. Alors rappelons quand même les fondamentaux. Nous savons que des technologies à base d'oxyde de graphène existent et sont en plein développement. Nous savons qu'elles seront utilisées tôt ou tard, qu'elles impliquent des nanotechnologies, des possibilités de nanorobots capables de s'auto-assembler, notamment avec la diffusion de certaines ondes, et qu'un ensemble d'applications sont prévues. Donc tout ça, on le sait et personne ne le conteste. La question qui se pose, c'est l'oxyde de graphène est-il actuellement
utilisés, et notamment dans les injections géniques anti-Covid. Alors j'ai consacré une émission à cela il y a quelques mois, en disant, voilà, moi c'est pas mon domaine, donc je peux pas fournir moi-même une analyse compétente des données avancées, par exemple, par le collectif NextDose, la Quinta Colonna et d'autres. Par contre, je me suis tourné vers les meilleurs experts, des gens qui ont des dizaines d'années de laboratoire et qui connaissent ce genre d'analyse sur le bout des doigts, et ce qu'ils m'ont dit de manière unanime, ça n'est contre personne, ça n'est pas une attaque de ma part ou de la leur, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de données probantes suffisamment solides. Et ils m'ont effectivement dit, j'en suis extrêmement navré pour les deux personnes concernées que sont Guillaume et Sébastien, c'est que les travaux de NextDose sont d'une qualité insuffisante. Voilà, ça n'est pas du niveau qui est requis dans un laboratoire de recherche de pointe pour pouvoir tirer des conclusions solides. Désolé. Je sais par ailleurs, et je ne vous donnerai pas les sources, je suis obligé de les protéger, mais que dans un très grand laboratoire européen, l'équivalent de Pasteur, pas en France, dans un autre pays, il y a des dizaines et des dizaines de fioles qui ont été analysées par des chercheurs de notre camp, des sympathisants de notre cause, qui voulaient voir s'il y avait du graphène dedans. Les résultats ont été négatifs systématiquement. Alors de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune fiole dans lesquelles, par hypothèse, il pourrait y avoir du graphène. Mais ça veut dire, et il faut quand même savoir garder les pieds sur terre, que pour l'instant, il n'y a rien de probant. Alors je sais, on nous dit, oui, mais la Quinta Colonna, oui, mais NextDose. Désolé, de l'avis de gens qui sont totalement ouverts à la possibilité qu'il pourrait déjà y en avoir, qui n'ont absolument aucune raison de bloquer cette information, mais qui connaissent la manière dont on fait des analyses solides pour arriver à un résultat qui le soit, nous n'avons pas, pour l'instant, de données suffisamment probantes. Voilà. Et à partir de là, ce qu'on a vu se déployer, c'est une véritable guerre de religion, une croisade, un dogmatisme, une intolérance, et même un procès en hérésie contre ceux qui ne trouveraient pas admirables les travaux de NextDose ou de la Quinta Colonna. Et avec une logique parfaitement sectaire. Si vous ne pensez pas comme nous, et en ce qui concerne les experts dont je parle, vous voyez, eux, ils connaissent le métier, ils savent ce dont il s'agit. Mais donc, si vous n'acceptez pas nos conclusions, vous êtes des traîtres. Alors, je le rappelle, personne, parmi les scientifiques que j'ai consultés, n'a le moindre parti pris à l'encontre de la présence d'oxyde de graphène dans les injections. Aucune. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas de preuve solide qui en est. Et là, on voit ce travail tout à fait étonnant, vous voyez, où NextDose dit, malgré les preuves accablantes que nous livrons, ben non, vous n'avez pas livré des preuves accablantes. Tous ceux qui connaissent le métier disent que ça n'était pas un travail à niveau de ce qui est requis pour avoir une preuve accablante. Désolé pour vous, mais ça n'est pas le cas. Et si vous voulez vous offenser pour cette position, libre à vous, mais ne venez pas nous accuser de jouer double jeu ou d'être des traîtres. Et on a vu ça encore récemment. Une étude a été publiée dans une revue International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research que le docteur John Campbell a très vite relayé sur sa chaîne YouTube. Ça a fait du foin, donc bien sûr, tout l'entourage des personnes concernées. Bravo, un immense merci au docteur Campbell qui vient enfin clarifier le débat avec une étude officielle publiée par les pairs. Bravo NextDose, tous ceux qui nous ont soutenus, vous êtes géniaux. Une pensée particulière pour les mécréants qui n'y ont pas cru. Oui, seulement problème, c'est que le docteur Campbell a très vite retiré sa vidéo parce que l'étude en question est un faux grossier. Alors très vite, des chercheurs compétents de notre bord, mais qui connaissent la musique, ont repéré qu'il y avait notamment des lipides auto-assemblés du style cholestérol, des cristallisations qui se produisent naturellement lorsqu'on est avec certains produits au long d'un certain temps, ça se dessèche et ça se cristallise, et que les auteurs ont présenté ça comme des nanorobots en train de s'assembler, alors que ça n'avait rien à voir. Et ça, c'est typique. Vous voyez, on s'emballe sur quelque chose qui n'est pas suffisamment solide, voire en l'occurrence qui est faux, et puis toujours en relançant la guerre de religion.
Alors pourquoi est-ce que c'est problématique et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce qu'on comprend bien. Est-ce qu'on doit tous être d'accord sur cette putain d'histoire de l'oxyde de graphène? Même alors qu'il n'y a pas de données solides et que l'important est de nous battre pour mettre en échec l'agenda vaccinal mortifère. C'est ça l'important. C'est de nous battre contre les injections géniques expérimentales, c'est de nous battre contre toutes les injections ARN messagers qui sont en train d'être mis dans le pipeline, c'est pas de nous écharper sur la présence ou non de l'oxyde de graphène, qui en l'occurrence est totalement secondaire par rapport au combat unifié que nous avons à mener. Or, des positions comme celles que je viens de vous décrire mettent en échec cela. Au lieu de réussir à créer cette alliance et cette unité, eh bien, on se renvoie la balle sur le graphène, on utilise des microscopes de campagne dans des camping-cars, on se lance des insultes, on invoque des théories plus ou moins complotistes, on dénigre la parole de gens qui s'y connaissent. Et franchement, ça nous conduit à quoi, si ce n'est à faire le jeu de l'adversaire? Alors je vais entrer dans un autre volet, parce que parmi les diapositives que je vous ai montrées, il y a effectivement un nom qui est celui d'un collectif anonyme. Donc là, je peux le nommer, je n'attaque personne, mais je nomme la réalité de ce collectif, que j'ai découvert après mon émission sur l'oxyde de graphène, mais j'ai l'impression d'avoir débusqué un sacré lézard. Il s'agit de Xénaton. Alors, pour la bonne compréhension des choses, j'avais été approché, je dirais il y a une bonne année et demie, par une personne disant « Je fais de la cybersécurité, j'ai parlé avec plein de gens que vous connaissez, il m'a cité des noms, voilà, je suis apte à assurer votre cybersécurité, il faut qu'on parle. » Bon, moi je fonctionne beaucoup à l'intuition, ça ne m'a pas parlé, je n'ai pas relancé, j'ai reçu 5 ou 6 mails insistants, le gars a fini par laisser tomber. Or, je m'aperçois depuis qu'il est au cœur du noyautage de la dissidence. Alors, Xénaton, c'est quoi? C'est un collectif de on ne sait pas qui, mais qui tient des propos, à mon sens, extrêmement problématiques. Voyez comment il se présente lui-même. En disant lutter contre les sophistes, une race loin d'être en voie d'extinction. Sa chasse, déjà autorisée, devrait être encouragée, tant dans le camp oppresseur que dans la fausse dissidence. Tout ça en se réclamant de Platon, excusez du peu. Alors, il faut quand même avoir 2 ou 3 éléments d'analyse de langage, d'analyse lexicale, pour pouvoir comprendre les choses. Il n'y a pas de race dans l'espèce humaine. Il n'y a pas de race noire, jaune, rouge, blanche. Il y a 50 nuances de noir, 50 nuances de jaune, 50 nuances de blanc. C'est-à-dire qu'il y a un continuum à l'intérieur d'un même génotype. Et Dieu merci, les anthropologues savent aujourd'hui qu'il n'y a pas de race, et donc même évoquer le terme de race est suspect en soi. Mais attendez, une race dont il faut souhaiter l'extinction en ouvrant une chasse contre eux. Là, on est en plein dans un lexique qui est paranoïaque, totalitaire et génocidaire. C'est ce qu'on a entendu à l'époque nazie. À chaque fois qu'il y a eu des génocides, c'est-à-dire qu'on a cherché à exterminer un peuple, on a dit il y a une race qu'il faut éteindre en ouvrant la chasse contre eux. Avec une posture franchement paranoïaque. Alors, oui, Ariane Biran, je ne suis pas psychiatre, toi non plus d'ailleurs, mais je ne pose pas un diagnostic psychiatrique, je parle au niveau étymologique. Une posture paranoïaque, c'est quoi? Étymologiquement, c'est contre, au-dessus, je dis comment est, je décrète comment est le réel, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des ennemis. C'est ça le cœur de la démarche paranoïaque, aussi sur le plan psychique, mais sur le plan existentiel. Or là, on a quelqu'un qui prétend nous dire quels sont les sophistes, donc ceux qui tiennent des raisonnements faux et mensongers, et qui sont les syllogistes, les penseurs. Alors, en l'occurrence, cette personne a été très vexée que je dise que Xénaton, je ne connaissais pas à l'époque, me fasse penser à un nom mi-Pokémon, mi-dieu égyptien. Bah oui, je trouvais que Xénaton, c'est un peu à ça. Alors, non. Malheureux que j'étais, blasphémateur, la réalité, c'est qu'en fait, c'est un nom-valise composé de 2 illustres philosophes, Xénophon et Platon. Xénaton. Eh oui. Excusez la modestie, vous voyez, c'est comme si moi, j'intitulais ma chaîne Béthozard, un mélange de Beethoven et de Mozart. Ou Newstein, un mélange de Newton et d'Einstein. Mais le problème, il n'est pas là, évidemment. Il est que ce type ou ce collectif ne comprend rien, ne comprend strictement rien.
Par exemple, j'ai dit, il y a un gros lézard avec ce Xénaton. Et donc, il n'arrête pas de reposter de manière fulminante, il nous a traités de lézards. J'ai parlé de lexique génocidaire, une race non encore éteinte à qui il faut mener la chasse. Ah, vous nous traitez de nazis. Non, j'ai juste dit que c'était un lexique génocidaire. Donc ce sont des gens qui sont systématiquement à côté de la plaque, mais c'est eux qui prétendent nous dire qui réfléchit de manière juste et qui réfléchit de manière fausse et mensongère. Et pour eux, le terme sophisme, donc sophisme c'est qui? C'est ceux qui pensent pas comme eux et qui sont pas d'accord avec eux, aussi délirants soient ceux qu'ils avancent. C'est au fond un peu comme complotistes dans le monde mainstream. Et avec des ensembles de diatribes à la limite du délirant. Alors je vous ai cité quelques exemples, hein. Mais voilà, on est dans l'inversion accusatoire, nous sommes des menteurs, des trompeurs, Péronne est un menteur, nous sommes tous des traîtres, eux sont soutenus par des milliers de personnes. Maintenant, je les traite de nazis. Si on parle de chasser Macron, où est le problème de dire qu'il faut chasser jusqu'à l'extinction la race des sophistes? Enfin, on est vraiment dans quelque chose de profondément délirant. Alors, Dieu merci, qui est amusant aussi. Vous voyez que Xénaton dit « Si Pfizer ment, ben on s'offusque, mais si Jean-Dominique Michel ment, on applaudit. » Mais M. Michel a les mêmes pratiques que Pfizer. Donc, il est mainstream, il n'est pas dans la résistance. Ben, voilà le degré où se situe ce collectif. Mais ce qui est intéressant, au-delà de l'anecdote quand même un peu stupéfiante, c'est qu'il a séduit énormément de figures dans la dissidence, et en plus de manière totalement ouverte. Tout ce que je vous montre, c'est public. Ça circule notamment sur X. Donc Xénaton adresse tous ses remerciements au fondateur du Conseil opérationnel et scientifique, bon, qui n'a pas beaucoup travaillé, hein, il faut dire. 1000 merci, et puis là, il cite des noms que je vous cache, parce que mon but, c'est pas de dénoncer les personnes. 1000 merci pour avoir été nos cobayes. Hein. Et puis toujours avec une flatterie très grande, donc là, dans un autre post, il remercie une personne très connue d'avoir liké et de nous suivre. Il est essentiel que ceux très suivis comme toi confirment et dénoncent ces mensonges et pratiques abjectes de monsieur Michel Jean-Dominique. Et d'autres, bien sûr. À bientôt, Ophile, et bravo de t'intéresser avec nous à la cryptographie, donc à ta vie privée ô combien bafouée, comme celle de quasi tous les citoyens. Hein. Tous déclarés suspects par défaut, car dangereux pour l'oligarchie. Nous sommes des traîtres et eux, ils sont dangereux par l'oligarchie. Rappelons-nous que la crypto, c'est effectivement comme ça que ce collectif Xénaton a réussi à embobiner un certain nombre de personnes. Alors moi, j'ai répondu à l'intention de cette personne, qui est quelqu'un que j'apprécie de suivre par ailleurs. Chacun fait ce qui lui plaît. Mais si certains, entre guillemets, résistants ne voient pas le danger de s'associer avec un type qui est gravement perturbé et publie des horreurs, avec même des appels à la haine et une évidente tonalité manipulatoire et même sectaire, il peut être indiqué de rappeler que les conséquences de nos choix nous sont toujours présentées tôt ou tard par la vie. Après, chacun fait bien sûr ce qu'il veut. J'ai dit que c'était anonyme, qu'on ne sait pas qui c'est. Du coup, il y a un front qui se mobilise avec le front médiatique. Certains prétendent fallacieusement et sans aucunement se renseigner que Xénaton se cache dans l'anonymat tel un corbeau malfaisant. Il n'en est rien, c'est une pure tromperie une nouvelle fois. Oui, sauf qu'on n'a aucune idée qui sont ces gens. Ils ne le disent pas sur leur page internet, et quand on va dans le répertoire, je remercie l'internaute qui l'a trouvé, on voit que c'est complètement camouflé. Donc non, ce sont des gens qui se camouflent, qui n'agissent pas à visage ouvert, ce qui déjà, pour moi, me met un petit peu la puce à l'oreille. Et puis, ils expliquent comment ils ont commencé leurs opérations. Nous connaissions à peine une figure très connue de la résistance. Seul contact que nous avions eu, c'était via un des membres fondateurs présents durant un colloque organisé par telle personne, à telle date. Écoutez bien, nous avions fourni bénévolement 2 de nos proches sympathisants en plus de ce monde fondateur. Personne ne le savait, même pas la personne chargée de l'organisation du congrès. Nous ne la connaissions pas du tout à l'époque. Donc ce que Xénaton est en train de dire publiquement en louant les personnes concernées, c'est qu'ils ont infiltré l'organisation d'un congrès sans dire qu'ils étaient là sciemment et en cachant la réalité. Ça s'appelle de l'infiltration. Bon. Et puis plus loin, écoutez bien.
Bien sûr, ils reprennent l'argument, on a tous besoin de sécurité, la crypto machin. Bon, si franchement les productions d'une bande d'allumés pareils permettent de vous protéger de la NSA, du Mossad et de l'État français, je veux bien qu'on me paye une fondue, parce que franchement, moi en ce qui me concerne, je ne ferai pas énormément confiance à ça. Mais écoutez bien, nous sommes bien placés pour savoir que les honneurs n'ont jamais été votre motivation, car vous avez été surveillés, évalués, et vérifié par nos équipes pendant toutes ces années sans même vous en rendre compte le plus souvent. Vous avez passé nos multiples tests d'évaluation psychologique et de probité et vous les avez réussis là où beaucoup ont gravement échoué. Non mais, est-ce qu'on mesure la gravité de ce qui est dit ? Ils se sont infiltrés dans l'organisation d'un congrès sans le dire, puis une fois qu'ils ont réussi à embobiner quelques crédules, ils les ont surveillés, épiés, évalués et vérifiés pendant toutes ces dernières années sans que les gens en question le sachent. Tout ça pour tester leur probité supérieure. Là où beaucoup de gens ont échoué cette épreuve, eux, les quelques élus, sont passés entre les malles du filet et aujourd'hui, ils sont la crème de la résistance. Non mais là, je suis désolé, c'est d'une toxicité. On est à la fois dans la manipulation grossière, mais aussi dans quelque chose qui, j'y viendrai, est profondément sectaire. Puis toujours avec ces flatteries. Donc là, merci d'avoir reposté. Pour des milliers de résistants comme nous tous, tu es une lumière chaleureuse exceptionnelle dans cette nuit de l'humanité. Nos échanges quasi quotidiens depuis plus d'1 an nous sont ô combien précieux. Il est presque poète, Xénaton. Ne laissons pas les habiles mensonges éhontés des faunés et égotistes patentés venir voler aux résistants leur chance de s'organiser en vue de leur reprise réelle de souveraineté. Mille merci d'être là, merci d'exister. Alors, j'ai quand même interpellé, je connais la plupart des personnes concernées. Je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous souscrivez aux accusations délirantes de ce personnage anonyme ? Vous êtes instrumentalisé par lui, est-ce que vous adhérez ou non à son délire et à son appel à ouvrir la chasse contre une race dont l'extinction n'est pas encore acquise ? J'espère que chacun mesurera la gravité de ce dont il est question. Pas une réponse. J'ai interpellé le directeur d'une revue en ligne prestigieuse, qui est concerné indirectement par ça, en disant « Mais attends, tu en penses quoi ?» Je me suis fait envoyer sur les roses comme ça ne m'était pas arrivé depuis un moment. Puis récemment encore, j'ai interpellé quelqu'un que j'apprécie énormément par ailleurs, en disant « Mais attends, qu'est-ce que tu penses de ce jargon à connotation génocidaire éructé par des gens qui te citent en exemple et qui t'utilisent comme caution pour leur propre crédibilité ? C'est juste pour savoir. » Et là, il me répond génocidaire. Je dis, attends voir, tu ne percutes vraiment pas ? Race, loin d'être en voie d'extinction dont la chasse devrait être encouragée, non, toujours rien, vous êtes vraiment graves les mecs. Chasse, me répond-il, comme les marchands du temple. Ah ouais, chasser une race non encore éteinte, c'est comme Jesus chassant les marchands du temple. C'est aussi comme la chasse des œufs en chocolat le dimanche de Pâques, ou la chasse d'eau des toilettes. On voit que ça ne percute aucunement, et ça c'est intéressant, parce que quand des gens intelligents, éduqués, sensibles ne percutent pas à des choses aussi graves que celles que je suis en train de vous les montrer, c'est, selon toute logique, qu'il y a une emprise sectaire et une dérive sectaire. Alors j'ai reçu, en commentaire de la récente émission que j'avais consacrée à Xénaton, ce commentaire, anonyme lui aussi, une ingénierie sociale très perverse, mise en œuvre, entre autres, parce que ce Xénaton sur X, suppôt voire nervi de nos adversaires qui a réussi à diviser ceux qui dérangent le système, là il cite quelques noms en passant par vous, cette dernière a su désamorcer magistralement en une phrase lapidaire une grenade découpillée dès qu'elle a été mise en cause fallacieusement dans ce traquenard, tout droit sorti d'un narratif manipulatoire de cabinet de conseil. Le véritable sujet n'est donc pas le cas ces autres personnes, mais bel et bien ce Xénaton, dont les tentatives manipulatoires devraient être disséquées par vos soins pour le désactiver, plutôt que de monter en tension dans vos rapports jugés dissidents.
Dans cette histoire, le pervers semble avoir gagné la division escomptée, alors qu'il serait, à mon sens, plus judicieux de le clouer au pilori sur la toile publique pour le neutraliser définitivement. Bon, je partage avec vous, je l'ai souvent fait, un commentaire, une analyse d'un tiers. En ce qui me concerne, je trouve qu'il y a énormément d'indices qui vont dans le sens de ce qu'affirme cette personne. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne dirais pas à ce stade que Xénaton est un pur produit des officines pour diviser la dissidence. C'est une hypothèse très sérieuse, mais ça peut aussi être un allumé qui a pris l'ascendant sur des gens un petit peu paumés, aussi intelligents soient-ils. Toutefois, ce qui importe, ce n'est pas les personnes concernées, ce sont les processus et les procédés. Et là, il faut effectivement remarquer qu'il y a un état d'esprit paranoïde. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'on sent que tout le propos, et ça c'est caractéristique des dérives sectaires, c'est la pureté, l'intégrisme. Il y a la grande masse de ceux qui se croient résistants, mais une grande partie sont des traîtres. Les autres ne sont pas sincères, mais vous êtes les élus. Et vous avez passé tous nos tests qui nous ont confirmé que vous êtes les quelques-uns qui êtes les seuls vrais, les purs. Et les purs, ça ne peut être qu'une petite poignée. Les autres sont tous des idiots utiles ou des traîtres. Et ça renforce la vision paranoïaque. Il n'y a que nous qui détenions la vérité. Ensuite, on voit qu'il y a une connotation anti-science extrêmement forte. On l'a entendu dans la vidéo, les virus n'existent pas. Le labo, des grands chercheurs de laboratoire qui ont des dizaines d'années d'expérience, s'ils disent qu'un travail n'est pas bien fait, mais ce sont des traîtres. Ce ne sont pas des gens qui connaissent leur domaine et qui sont capables de poser une évaluation. Il y a même une personne, j'en rigole encore, qui a dit « Moi, je fais une lecture scientifique de Freud. » Déjà, elle n'est pas scientifique, moi non plus, donc c'est pas une critique, c'est juste que la science c'est une méthodologie très particulière et cette personne ne l'est aucunement. Freud c'est pas scientifique du tout, mais prétendre faire une lecture scientifique de Freud, vous voyez, là on singe les oripeaux du monde d'en face. Il faut être plus scientifique que les scientifiques. C'est la grenouille qui vous laisse faire aussi grosse que le bœuf. Donc il y a un affranchissement des conditions de la vraie science et de la vraie rigueur de pensée qui se laisse quand même observer. Avec ce repli sur soi, eux contre nous, et les discours parano qui l'entretiennent, tous les désaccords sont vécus comme des attaques sanglantes, des délires de persécution, et des gens m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez attaqué aussi violemment Nextdose ?» Mais j'ai attaqué personne. Je n'ai rien contre les gens de Nextdose. Mais quand des scientifiques dont c'est le métier me disent leur travail n'est pas suffisamment sérieux et solide et bien fait pour qu'on puisse en tirer des conclusions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas commencer à dire « Oui, Nextdose a découvert le Graal ». Je vais dire « Les meilleurs experts m'ont dit que c'était insuffisant ». Voilà, ce n'est pas une attaque sanglante. Ça n'est pas les démolir, ça n'est pas les lyncher sur la place publique. Et là, il faut comprendre le renversement. C'est-à-dire, quand ils prennent en otage Péronne, filmé en lui donnant une clé, vous voyez ce que je veux dire? Ils le mettent au pied du mur, où soit t'es de notre bord, soit t'es un traître. C'est toujours la même logique. Cette impression aussi systématique d'être invisibilisé. Les autres prennent notre place. C'est normal, ce sont des traîtres et les quelques gourous choisis par nos oppresseurs pour obstruer la visibilité expliquent le fait qu'on soit invisibilisé. Moi, on me dit, vous avez un gros compte. Oui, mais ça fait 4 ans que je bosse dur, que je fais des centaines d'émissions, que je vais affronter tous les sujets difficiles, y compris celui-là. Puis vous avez des gens qui font infiniment moins et qui disent « Ah, on est invisibilisé » et qui parlent mal aux autres, qui sont agressifs envers à peu près toutes les autres personnes qui s'expriment sur le même sujet, et qui disent « Ah, c'est parce que ce sont des traîtres qu'on est invisibilisés. » Je sais pas, réfléchissez, il y a peut-être d'autres raisons également. Et puis, très souvent, des accusations de se faire voler ses idées. On me pique mes idées, mais qu'eux-mêmes ont souvent piqué à d'autres. Alors je vous donne un exemple, là encore, il ne s'agit pas de parler dans le vide. On sait que Marion Sigaud a été la première à faire connaître le travail de Judith Reisman sur les programmes de soi-disant éducation sexuelle si problématiques à l'école aujourd'hui, qu'elle a été la première à dénoncer la réalité de qui était Kinsey.
Bon, ben, je vous laisse écouter ce qu'elle dit de la manière dont les autres acteurs qui prétendent avoir tout découvert donnent crédit au fait qu'elle a été la première à le faire connaître dans l'univers francophone. Il est bien évident, toute la vérité sur Kinsey, qui était vraiment, en France, c'était une connaissance tout à fait marginale. Enfin, il y avait des gens qui savaient pour Kinsey, mais c'était absolument marginal. Maintenant, de plus en plus de gens sont au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se trame. Et c'est mon combat d'avoir introduit ça en France, hein, c'est clair et net. Même s'il y a des gens qui ont plaisir à essayer de se l'approprier, c'est quand même mon travail. Et que je n'en tire pas de gloire, ben, c'est peut-être aussi ça qui me protège également. Et donc ces gens, ils sont toujours dans des postures victimaires, ils s'estiment toujours attaqués par tout le monde, il n'y a jamais de remise en question ou de réflexivité. Des attaques tous azimuts contre les autres, parce qu'évidemment les autres sont soit des rivaux, soit des imposteurs. On est au cœur de la dynamique paranoïaque. Et par exemple, on sait que dans le domaine précisément de la protection de l'enfance, notamment contre ces programmes abominables d'exposition à la sexualité des adultes, eh bien, les collectifs en question et les personnes en question ont attaqué de manière incessante toutes les autres personnes et tous les autres collectifs qui faisaient un travail de qualité. Mais c'est normal, quand vous êtes l'élu, quand vous êtes le seul à détenir la vérité, à ce moment-là, les autres collectifs ne sont pas des alliés possibles, ce sont des rivaux, ce sont des ennemis, et qu'est-ce que ça fait? Cela fracasse, une fois de plus, l'unité qu'il serait possible de réaliser. Et toujours avec les mêmes discours. Hein. Pensions-nous vraiment qu'avec les centaines de milliards volés, ils n'allaient pas mettre en place la plus classique des techniques, l'opposition contrôlée? À nous d'être vigilants, parce que tous ces gens que vous voyez, que vous admirez, dont vous trouvez qu'ils ont fait du bon boulot, comme Alexandra Henrion-Côte, Didier Raoult, Christian Perron, tant d'autres, ce sont forcément des traîtres, mais vous n'en avez aucune idée. Et vous voyez à droite un commentaire de nouveau sur une attaque, technique de sophiste en effet. Je vous dis, c'est leur fétiche, comme complotistes dans l'autre camp. Heureusement qu'il y a encore des gens clairvoyants dans nos rangs pour démasquer les subterfuges de certains qui, étrangement, échappent à la censure et monopolisent l'opinion dissidente. Eh oui, parce que quand on échappe à la censure, c'est qu'on est parmi les traîtres. Alors, voilà, Slobodan Despot, excellent rédacteur de l'Antipresse, eh ben, il est dans l'opposition contrôlée, parce qu'il a toujours échappé à la censure. Ah non, c'est pas parce qu'il est habile, c'est pas parce qu'il a inventé des subterfuges comme résiner à la place d'injecter. Non, il est forcément dans l'opposition contrôlée. Hein. Donc vous voyez, on est vraiment toujours dans ce mode opératoire, et puis avec des grandes tartines sur l'opposition contrôlée ou l'art du camouflage, et on répand le venin dans les esprits. Avec de surcroît des élucubrations fort savantes, comme ce principe du syndicat jaune qui a fait l'objet d'un article d'Ariane Biran dans l'Antipresse. Alors là, je ne trahis pas son anonymat, elle l'a diffusé publiquement, et l'Antipresse, qui normalement est réservée aux abonnés, a rendu cet article gratuit et accessible pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et on retrouve une articulation extrêmement savante de ça. Alors bien sûr, sur la base d'une réalité, nous voyons tous actuellement que dans le domaine politique, il y a une absence d'opposition et une opposition contrôlée. Si vous croyez que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont une opposition au système globalo-fasciste, effectivement, c'est que vous n'avez pas compris. À part quelques rares marginaux comme François Asselineau, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan et quelques autres, c'est vrai qu'il n'y a plus d'opposition en France. Donc là, ça colle totalement avec cette description qui est juste sur le plan théorique. Mais quand on vient vous expliquer qu'à l'intérieur de la pseudo-dissidence, on est dans ce cas de figure, et donc que les seuls vrais opposants répondent à la description de Xénaton et de toute cette folie, eh bien là, effectivement, ça pose un problème. Et ça va loin. Récemment, on a même évoqué le possible assassinat d'Olivier Soulier. Et une personne dans cette mouvance Xénaton a écrit ceci récemment en ligne. Olivier Soulier est décédé le jour où il avait rendez-vous avec son avocat pour porter plainte contre des membres du CSI. S'il m'arrive quelque chose dans les semaines à venir, il faudra me faire autopsier. Ok, stop, arrêt sur image. Interprétation de texte, herméneutique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, il est possible qu'Olivier Soulier ait été assassiné au moment où il s'apprêtait à porter plainte contre le CSI, et s'il m'arrive quelque chose,
il faut faire autopsier mon corps parce que ça risque d'être la même cause. Et donc j'ai rétorqué immédiatement à cette personne. Et donc si je te comprends bien, le CSI a fait assassiner Olivier Soulier. Alors moi je me suis retiré du CSI en même temps que lui pour d'autres raisons. J'avais déjà choisi de me retirer. Mais enfin, il y a quand même des délires dont il faut mieux se tenir à l'écart. Parce que là, ça va vraiment loin. Alors, je suis obligé de revenir sur ce qu'il est arrivé à Olivier Soulier. Et je le ferai, je me suis beaucoup interrogé, est-ce qu'il est légitime que je le fasse? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Il se trouve que nous étions devenus très proches depuis mon entrée au CSI jusqu'au moment où il est décédé. On avait noué une réelle complicité, on a fait des séminaires ensemble, des conférences, on s'appelait régulièrement, je crois qu'il y avait une réelle estime réciproque, et je me suis vraiment demandé, mais est-ce qu'il aurait été en accord avec le fait que je partage avec vous ce que je vais partager? Parce qu'il y a eu quand même énormément, là encore, de bruit, de rumeurs, de ragots, de fausses interprétations, et il faut remettre les choses en perspective. Ce que je vais partager avec vous ici n'est pas secret. Tout a déjà été dit publiquement. Je vais vous amener des éléments qui n'ont pas encore été dits, mais je le signifierai de manière très transparente. Il s'est trouvé qu'après à peu près 2 ans d'activité, le CSI s'est interrogé sur son fonctionnement et qu'il a été observé qu'il y avait une certaine tension entre la rigueur du travail scientifique et puis un côté plus rendez-vous hebdomadaire où on tenait des propos un peu libres, et notamment en parlant de toutes sortes de choses. Et des tenants d'une approche très scientifique ont observé que quand, ça concernait Olivier bien sûr, mais aussi chacun d'entre nous à vrai dire, nous laissions aller à faire des blagues, à faire des commentaires, à porter des attaques, à parler d'autres sujets comme le réchauffement climatique, eh bien, cela risquait de porter atteinte à la rigueur scientifique. Et dès lors que nous cherchions à gagner une crédibilité forte vis-à-vis du monde scientifique, il pourrait être indiqué de séparer les émissions en 2 volets. Un volet scientifique pur et dur, et puis un volet plus discussion ouverte sur un ensemble de choses qui se déroulent, pour éviter d'être un peu pris entre 2 chaises. Et nous savons tous, ça n'est pas une critique, qu'Olivier, qui était quelqu'un d'extraordinairement chaleureux, d'extraordinairement généreux, un très bon médecin, mais n'était pas un scientifique. Les médecins ne sont pas des scientifiques, et Olivier n'avait que très peu de rigueur scientifique. Ce n'est pas une critique, c'était un excellent médecin, mais la médecine est un art. Et donc, Olivier, je l'ai dit, était un artiste du soin. Par contre, dans un cercle scientifique, il citait facilement Coluche ou Desproges, mais comme il connaissait pas très bien la littérature scientifique, qu'il ne lisait pas l'anglais, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de ce point de vue-là. Et ce que le CSI était en train d'élaborer à ce moment-là, ça aurait été le fait de confier à Olivier une émission plus débat, partage d'idées, créativité dans lequel il aurait été excellent, avec l'idée de réserver le CSI à quelque chose d'un petit peu plus tristounet, mais plus rigoureux. Enfin, c'est pas... de nouveau, il n'y a pas mort d'homme, entendons-nous bien. Alors les choses se sont plus ou moins bien passées, comme dans tous les cercles humains, vous savez ce qu'il en est, les gens s'expriment de manière plus ou moins diplomatique, mais toujours est-il qu'il n'y avait absolument rien d'insurmontable. Moi, à ce moment-là, je vous l'ai dit, j'avais déjà choisi de me retirer du CSI, sans être fâché contre qui que ce soit, sans être déçu par quoi que ce soit. J'avais envie de créer ma web TV, puis j'aime bien, quand j'ai l'impression d'avoir bien œuvré dans un cercle, passer à autre chose. Et donc ça, c'est le point de départ. Et ce qui s'est passé entre ce moment-là et le décès d'Olivier, je me permets de le dire très clairement, parce que c'est vraiment ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y a des personnes qui ont cherché à l'influencer dans le fait de se sentir victimisées, et qui vraiment lui ont dit « Non, mais il faut que tu te fasses respecter, il ne te respecte pas, il cherche à te mettre à l'écart », ce qui n'était pas le propos. Le propos, c'était pas de mettre à l'écart un individu, c'était de décanter les émissions pour créer quelque chose de nouveau. Et je sais, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui au cours de ces semaines et de ces mois, et moi je n'ai cessé de lui dire « Mais lâche prise !» Lâche prise, moi je m'en vais, toi tu t'en vas, il y a plein de gens qui t'apprécient énormément, qui sont intéressés par ton travail, tu peux faire des émissions, des conférences, tu es accueilli à bras ouverts partout, ne te focalise pas sur l'évolution du CSI.
accepte de créer cette nouvelle émission si ça te parle, si ça te parle pas, n'y va pas, mais voilà, la vie continue, c'est bon, quoi. Et il y a certaines personnes, que je ne nommerai pas, qui ont fait un intense travail psychologique pour persuader Olivier qu'il avait été, sinon maltraité, en tout cas qu'on lui avait manqué de respect, et j'ai vu que ça l'affectait énormément, et qu'il était énormément à cran par rapport à ça. Et puis, ça a culminé malheureusement au mois de juin 2023. Il a reçu un prix pour avoir cofondé le Conseil scientifique indépendant et le syndicat SLS. Certaines personnes du CSI l'ont mal pris. Il y a eu des échanges de mots qui, franchement, à mon avis, étaient inutiles, mais j'ai toujours pris le parti d'Olivier en lui disant mon estime, en lui disant mon respect en tant que médecin digne de ce nom et que vrai humaniste, et il a apprécié cette attention. Et il est mort. Quelques jours plus tard. Et donc circule le bruit qu'il aurait été assassiné. C'est ce que Christine Devier-Joncourt a dit récemment au micro de Nexus. Et en ce qui me concerne, j'ai une source très fiable qui m'a confirmé la réalité d'un empoisonnement. Par ailleurs, je suis une des seules personnes, ça je vous le révèle, je ne l'ai encore jamais dit publiquement, à qui Olivier s'était confié du fait qu'il faisait des explorations psychédéliques avec des champignons hallucinogènes. Je pense qu'il avait confiance en moi, il sait que je suis anthropologue, et puis il faut rappeler que c'est quelque chose qui est très en vogue dans la médecine actuellement. Oui, voyez, hôpitaux universitaires de Genève, psychothérapie assistée par des psychédéliques, y compris de la psilocybine. Il y a actuellement une société suisse de médecine psychédélique. Un congrès a lieu ce jour à Morges en Suisse, médecine intégrative, médecine psychédélique, médecine chamanique, organisé par l'Association suisse des soins palliatifs. Donc qu'Olivier ait eu envie d'explorer ces choses-là, c'est tout à son honneur, c'est encore dans son intégrité de médecin. Et donc les autres, voilà, il est décédé, on sait qu'il avait des antécédents cardiaques, la presse a tout de suite expliqué qu'il était décédé dans une soirée chamanique à base de champignons hallucinogènes, et je suis totalement dans l'incapacité, le plus honnêtement du monde, de savoir ce qu'il s'est passé. En même temps, si on réfléchit à la thèse de l'assassinat, ce que je dois vous confier là encore en pleine sincérité, c'est que je ne vois pas au monde l'intérêt qu'aurait eu qui que ce soit d'assassiner Olivier. Il n'y avait aucune raison au monde de s'en prendre à lui. Déjà parce que justement, il était très marginalisé. Il avait été 3 fois victime des foudres de l'ordre des médecins. Il passait pour un médecin marginal, faisant des choses certes intéressantes et certes qui convenaient beaucoup à ses patients, mais Olivier n'était en rien une menace pour le système. Il faut juste arrêter de délirer. À la limite, alors que des Alexandrin Orion-Caude ou Didier Raoult aient représenté des menaces pour le système, oui. Parce que là, on a des scientifiques du plus haut niveau qui contestent de front ce qui est dit par les autorités, mais pas Olivier, franchement. On me dit, oui, mais il a parlé du graphène. Mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé du graphène, personne ne s'est fait descendre. Donc en ce qui me concerne, je ne vois pas au monde pourquoi il y aurait eu un projet de meurtre sur Olivier Soulier. Franchement, ça ne tient juste pas la route à mes yeux. Je ne suis pas naïf. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui de tuer les gens sans que cela soit repérable. Des armes à énergie dirigée, toutes sortes de substances qui peuvent être utilisées. Christine Devier-Joncourt l'a dit, on peut badigeonner votre siège de voiture de trucs et vous mourrez et il n'y a pas de traces. Donc c'est pas que c'est impossible sur le plan de la réalisation. Mais comme Idriss Aberkane l'a souvent souligné, bien sûr, il y a plein de meurtres d'État en permanence. L'État français assassine un certain nombre de personnes chaque année. Mais Idriss Aberkane souligne que les services ne le font jamais de gaieté de cœur pour le plaisir de buter quelqu'un. Ils le font s'il y a une raison impérative de le faire, et sinon on trouve d'autres moyens. Et en ce qui me concerne, Olivier Soulier était suffisamment désactivé en tant que facteur de risque. Il avait été avoiné par la presse, il avait été accusé de tous les maux qu'on sait, donc je ne vois pas au monde ce qui aurait pu justifier réellement un assassinat. Mais évidemment que je n'ai pas le fin mot de l'affaire. Par contre, j'observe que la mouvance Xénaton est en train de dire « Attention, il allait porter plainte contre des membres du CSI. » Mais là encore, actuellement, tout le monde porte plainte contre tout le monde. Karine Lacombe porte plainte contre Pierre Barnarias, Didier Raoult porte plainte contre François Crémieux. Et franchement, dans ce qui a circulé entre les membres du CSI et Olivier,
C'était pas d'une élégance extrême, mais il n'y avait pas de quoi faire condamner qui que ce soit. Là encore, faut juste arrêter les délires. Bon. Écoutez, closons ça. Paix à son âme, Olivier était une personne magnifique et tous ceux qui l'ont connu garderont un souvenir extrêmement lumineux de son être. Et venons-en à la conclusion de cette émission. Et moi, j'aimerais la terminer avec un appel à l'ordre et au calme. Ce dont nous avons besoin dans la dissidence, c'est de ne pas reproduire les turpitudes du camp d'en face. Et donc, nous avons besoin d'un respect de la différence et de la diversité d'opinions. Si l'honnête Maman Louve, SOS Éducation n'ont pas exactement la même position, ça n'a aucune importance. Si des personnes trouvent très bien le travail de Nextdose et d'autres trouvent que c'est insuffisant, ça n'a aucune importance. Arrêtons avec ces guerres de religion qui ne produisent comme résultat que de nous empêcher de nous allier les uns aux autres pour avoir une force de résistance vis-à-vis de nos oppresseurs. Je vous conseille également de vous méfier des anonymes. À chaque fois qu'il y a des collectifs ou des personnes anonymes qui se manifestent, soyez sur vos gardes. J'ai reçu tout récemment la confidence d'une dissidente qui a été en échange proche avec une personne anonyme qui semblait être de notre bord, s'est infiltrée dans plein de canaux de communication, notamment sur Telegram, où des choses relativement intimes s'échangeaient. Méfiez-vous. Tant que vous ne savez pas à coup sûr de qui il s'agit, ne livrez pas toutes vos réalités, ne donnez pas à voir l'entier de vos cartes. Et puis de grâce, respectez la science et les scientifiques intègres. On est dans une période où, bien sûr, on ne sait pas quels sont les contours de la réalité. Est-ce que le 11 septembre a été le fruit d'attaques terroristes ? On sait aujourd'hui que c'est très peu vraisemblable. L'État profond était impliqué. Est-ce qu'on a été sur la Lune ? On ne sait pas. Il y a 4 ans, je vous aurais dit bien sûr. Aujourd'hui, je dis je ne sais pas. Mais étant donné qu'il y a cette remise en question fondamentale, plein de gens s'attaquent à plein de choses. Et notamment, ce débat absurde autour de l'existence des virus. Jean-Marc Sabatier, qui a fait toute une carrière de recherche au CNRS, dit « Des désinformateurs font courir le bruit que les virus n'existent pas. » Je suis moi-même parfois accusé à ce sujet. Mais évidemment qu'ils existent. Donc arrêtez, si vous n'avez jamais foutu les pieds dans un laboratoire de microbiologie, si vous n'avez aucune formation en microbiologie, arrêtez de dire que les virus n'existent pas. Ça suffit. Vous prenez pour qui ? Il dit, j'ai vu des tas de micrographies de virus et de cellules infectées par les virus, et puis il commente au sujet d'une personne qui, elle, professe publiquement l'inverse. Cette personne dit que les virus n'existent pas et m'attaque régulièrement sur ce sujet. Elle est docteur en psychologie, mais pas en médecine ou en microbiologie. Elle n'a pas de légitimité pour juger de l'existence ou non des virus, qu'elle n'a en réalité jamais étudié. Alors bien sûr, il ne faut pas être dans la soumission à l'autorité, mais l'expertise, c'est quoi la vraie ? C'est avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir être compétent dans un domaine. Et ça ne s'acquiert pas d'un claquement de doigts. Je précise au passage que cette critique ne vise pas Pierre Chaillot, qui lui met en lumière autre chose. C'est que le modèle de diffusion des épidémies virales n'est pas cohérent par rapport à la théorie virale. C'est-à-dire que si on tient compte du temps d'incubation, de la transmission de personne à personne et de la manière dont ça se diffuse à la saison froide, il y a un point d'interrogation. Donc les points d'interrogation sont bienvenus, mais arrêtons cette espèce de théorie à la Mormaldois sortie par le premier venu et qui dit, voilà, du coup, Perron, il connaît rien à la santé publique, Alexandrin Arlancaude à la génétique, Jean-Dominique à l'anthropologie, Raoult à la microbiologie. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et puis sur tout le reste, avoir des doutes, c'est OK. Aucun problème. S'il y a des choses qui vous questionnent, posez des questions, interpellez les gens sur des questions précises. Si vous avez des infos que l'un d'entre nous est un traître, eh bien partagez-les, faites-les savoir. Mais sinon, taisez-vous. Et Éric Chabrière, professeur à l'IHU Méditerranée Infection, au sujet de ça et de la réalité de cette bleuite, a dit « Il faut que certains apprennent la cohésion et à savoir resserrer les rangs. Ces délires, d'ego ou non, sont contre-productifs. » Et ce dont il est question pour nous tous, c'est d'arrêter de tolérer le venin de la médisance. Parce que ça, c'est la meilleure manière de nous assurer de perdre la bataille.
Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, je ne m'exprimerai plus sur ce sujet, mais ce que je vous conseille, c'est que le prochain premier venu qui viendra vous dire « Ah, tu sais pas quoi, lui, il est dans l'opposition contrôlée », passez votre chemin, donnez-lui intérieurement une bénédiction, mais ne laissez pas le venin pénétrer dans votre psychisme. Et je redonne la parole pour terminer à Lucien Cerise. Lundi soir, je vous propose une émission en direct à 21h autour de la spiritualité comme arme contre ceux qui nous oppriment. Je partagerai avec vous tout un ensemble de perspectives très pragmatiques, vraiment de pratiques à mettre en œuvre dans sa vie au jour le jour pour augmenter notre pouvoir de résistance. Si cela vous intéresse, rendez-vous ce lundi 30 septembre à 21h sur ma chaîne YouTube et ma chaîne X. Si vous ne pouvez pas être présent à cette heure-là, elle sera bien sûr enregistrée et diffusée plus tard. Je me permets encore de dire que mon site JDM TV est en maintenance tout ce week-end. Je prépare une nouvelle version qui sera à jour et disponible dès lundi. À partir de ce moment-là, si vous avez envie de vous abonner ou de faire une donation pour soutenir mon travail, cela vous sera accessible et je me réjouis de vous présenter tout un ensemble de nouvelles propositions. À bientôt. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition contrôlée réelle essaye toujours de lancer des phénomènes de division du groupe ennemi pour organiser l'impuissance de l'adversaire. Donc pour l'organiser, organiser son impuissance, il faut le diviser pour régner. Et donc l'opposition contrôlée va lancer des rumeurs d'opposition contrôlée. Voilà. Donc l'accusation d'opposition contrôlée fait partie en réalité des stratagèmes de l'opposition contrôlée réelle. Donc en fait, pour en finir avec ce débat, il faut tout simplement arrêter d'en parler. Là aussi, il faut organiser l'indifférence vis-à-vis de cette question. Le meilleur moyen en fait de répondre de manière constructive à cette épidémie de paranoïa, puisque là aujourd'hui, moi je vois, dans les milieux, dits dissidents, réfractaires, etc. Je vois il y a une véritable épidémie en fait d'accusations mutuelles d'opposition contrôlée. Le meilleur moyen d'y répondre, c'est déjà premièrement d'arrêter d'en parler. Et puis de développer en fait son propre militantisme de manière positive et constructive. Et puis ensuite, on jugera l'arbre à ses fruits. Voilà, il n'y a que ça à faire, fondamentalement. Plutôt que de passer un temps fou à s'accuser mutuellement, ce qui fait partie, justement, en fait, du but de cette épidémie de paranoïa, c'est qu'on perde du temps à s'accuser mutuellement. Donc cette accusation fait partie, en fait, des stratagèmes de l'opposition contrôlée réelle.